Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est placer un fond gris en fond de page pour que les parties blanches des images et les titres blancs, s'il y en a, on en mettra plus tard, aient l'air plus lumineux. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment une astuce intéressante. Il s'agit de ternir, baisser la luminosité du papier, sauf aux endroits où il y a du blanc dans les photos. Donc dans quasiment chaque photo, il y a des reflets blancs. Ce blanc-là paraîtra plus lumineux si le blanc du papier est terni. Et ça, c'est assez facile à faire. On le fait ici. On va dans le gabarit. Double-cliquer dans le gabarit. On va dans la palette des calques. Il va falloir créer un calque qu'on va placer tout en dessous. Et je vais l'appeler par exemple fond gris. Ok. Je prends par exemple le rectangle ici. Et je trace en débordant de la page. Ah, il vient chaque fois avec l'habillage. On va essayer de régler le problème, hein. Je vais le supprimer, tiens. Est-ce que vous avez le même problème? L'habillage arrive sur chaque rectangle que vous faites? Bon, c'est ennuyeux. Je touche suppression, je le supprime. Je vais aller voir dans la palette des styles d'objets, menu fenêtre, style d'objet. Le problème vient d'ici, en fait. Les icônes qui sont là, qui indiquent comment les deux outils ici doivent réagir. Les deux outils qui sont... Non, attendez, il y a celui-là, voilà, celui-là, et l'outil texte, en fait. Voilà, ces deux-là. Les icônes ici indiquent quel style ils utilisent. Les rectangles faits avec ces deux outils, qu'est-ce qu'ils utilisent comme style dès le départ. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais déplacer la petite icône sur le 100 pour indiquer que quand je fais un rectangle, je ne veux pas qu'il ait un style au départ. Je mettrai le style manuellement par la suite si je veux, mais les icônes, je vais les mettre là, sur le 100, dans la palette style d'objet. Normalement, si maintenant je recommence la même opération avec le même outil, ici, celui-là, il devrait venir sans style. Et ça marche. Voilà. Donc je vous avais dit que je vous expliquerais d'où vient ce problème, que chaque fois qu'on crée un bloc texte ou un rectangle, il y a de l'habillage qui vient. Ben voilà, vous avez vu d'où ça vient. C'est le réglage par défaut. C'est pratique, hein, c'est pratique ces petites icônes. On les déplace sur le style qu'on veut, et quand on utilise les outils, ça crée des blocs avec ce style-là. Mais là, ça nous ennuyait. Alors ici, le rectangle déborde des pages, bien sûr, c'est ce qu'on appelle du fond perdu. Vous savez ce que c'est le fond perdu? Oui, vous avez appris, super. Et ici, je vais mettre une couleur. Donc, je vais mettre comme couleur de fond, je vais mettre du noir. Je vais peut-être indiquer 5%. Voilà, touche tabulation. C'est du noir à 5%. Ça va ternir le papier avec de l'encre noire à 5% d'intensité. On pourrait utiliser une couleur qu'on crée avec éventuellement différentes encres. Un brun, très clair, touche majuscule pour éclaircir. Ça vous dit quelque chose? On avait vu ça dans Illustrator. Bon, mais je ne vais pas faire la couleur. On pourrait aussi utiliser une image. Il y a des images libres de droit sur le web qui montrent des textures de papier notamment. On peut donner l'impression qu'il y a une texture dans le papier. Mais bon, ici, vous avez mis donc du noir à 5% d'intensité. Et on va aller voir. Peut-être que pour la démonstration sur l'écran, je vais monter un peu, mais vous laissez à 5%, ce sera bon. Moi, je vais mettre 8% finalement. Voilà. Pour que ce soit un peu plus sombre pour la démonstration sur écran. Et alors, c'est le genre de choses qu'on voit dans les brochures, mais enfin, vous le percevez, mais vous le voyez pas nécessairement, je veux dire. Vous n'avez peut-être pas compris que c'est comme ça que ça fonctionne.
pour que les blancs dans les images soient bien lumineux, le fond est gris là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tendance à considérer que le papier, ben, il est blanc. Et quand vous voyez un blanc plus lumineux là, ben, vous vous dites, tiens, voilà, c'est un blanc lumineux, c'est bien, par rapport au papier. Ben non, en fait, c'est le papier qui a été terni. C'est la vraie couleur du papier qui apparaît là, et le papier est terni par de l'encre. Donc, très bonne astuce quand vous voulez donner du punch à vos images dans vos publications. Mettre un calque de fond comme on a fait, et lui mettre un fond, que ce soit du gris, une autre couleur légère, ou une texture légère, ça marche. Voilà. On va aller chercher une texture de papier tant qu'on y est. Donc, dans Google, images, paper texture, public domaine entre guillemets. Voilà. Outils, taille supérieure à 4 mégapixels par exemple. Donc, outils, taille supérieure à 4 mégapixels. Donc on a des papiers qui sont quand même assez précis. Et vous allez chercher un papier. Tiens, celui-là c'est quoi? Ah non, ça c'est du papier qui a été photographié de très près, du carton. Ça ne m'intéresse pas. Ça c'est quoi? Ouais. Ah tiens, j'ai fait ça dans Firefox. Vous l'avez fait dans Chrome, donc vous avez le bouton View Image. Ok. Moi dans Firefox, j'avais installé une autre extension et j'ai un bouton qui fait la même chose. Apparemment, c'est un développeur allemand, donc ça veut dire montrer image. Voilà. L'image est vue en haute définition. Je la télécharge dans le dossier d'aujourd'hui. Enfin d'aujourd'hui, ben oui, qui est le même dossier qu'hier finalement. Je vais renommer un peu ça. On va l'ouvrir dans Photoshop et l'enregistrer au format PSD. Comme ça, on pourra mettre sur cette image de papier, on pourra mettre des calques de réglage pour modifier son intensité, sa couleur, son contraste. On peut jouer sur la transparence dans InDesign pour le rendre plus discret, mais faire plus que jouer sur la transparence dans InDesign, ce ne sera pas vraiment possible. Tandis que dans Photoshop, on va pouvoir vraiment manipuler ce papier. Et il faut qu'il soit au format Photoshop. Je crois que c'est la première fois qu'on va utiliser une image Photoshop dans InDesign, comme ça vous allez voir qu'on peut corriger l'image dans Photoshop et ça se met à jour dans InDesign si l'image est au format PSD. Mais ça, c'est pas une surprise parce qu'en fait, la semaine dernière, quand on a étudié Illustrator, on avait déjà utilisé des images Photoshop dans Illustrator et vous aviez vu comment ça fonctionne. Ok, donc dans Photoshop, j'ouvre. Je vous conseille de toujours travailler par liste dans vos listes de fichiers, c'est mieux. Dans Windows, vous avez aussi la possibilité de faire l'affichage par détail. Pour vous, c'est vraiment très important de s'y retrouver et de ne pas commencer à chercher ces images. Voilà. Je l'enregistre au format Photoshop. Fichier enregistré sous. Format Photoshop tout en haut. Voilà, elle est enregistrée au format Photoshop.
Bon, elle est plus lourde, hein. Au niveau du fichier, le fichier Photoshop ne compresse pas. 30 mégas. Alors que l'image que je suis allé chercher sur le web en format JPEG, c'est 2 mégas. Et le fait que le fichier soit lourd n'a pas ajouté, évidemment, des informations. Il y a toujours autant d'informations que dans le fichier JPEG. Donc, au niveau du poids du fichier, le fichier Photoshop, c'est du lourd. Au final, quand on exporte le PDF de InDesign, ça n'a aucune influence. De toute façon. Et puis, de toute façon, 30 mégas, oui, mais c'est pas si lourd que ça avec les ordinateurs qu'on a actuellement. C'est pas grand-chose. Voilà, alors dans InDesign, bah, je vais aller sur le gabarit. Je double-clique sur le gabarit. Je vais sélectionner mon fond gris qui est là. Donc le bloc fond gris, rectangle, est sélectionné. Et je vais importer dedans une image. Donc le fond gris ne va plus du tout être visible. C'est l'image qui va être visible. Fichier importé. Le PSD, ne faites pas la gaffe d'aller chercher le JPEG. J'ai fait exprès de ne pas vous demander de jeter le JPEG pour vous faire comprendre qu'il faut vraiment faire gaffe d'ouvrir la bonne version, le PSD. Et voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Si je vais voir sur mes pages, voilà à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas mal, hein, les images ont l'air lumineuses. Et pourquoi pas, pour certaines publications... Ah, les titres gris, là, faudra changer la couleur, hein, parce qu'on ne les voit plus. Mais peu importe, dans un premier temps, pourquoi pas, on peut imprimer une publication comme ça, avec le papier extrêmement visible. Ça peut donner bien, ça dépend. Alors, on va dans Photoshop et on va modifier la texture de manière non destructive, c'est-à-dire que je ne vais pas aller dans le menu Images, Réglages, parce que ça modifie réellement les pixels. C'est l'ancienne manière de faire dans Photoshop, avant que les calques de réglage apparaissent dans Photoshop. Les calques de réglage, si je me souviens bien, c'est la version 4 de Photoshop en 1996, donc ça date... Donc du non destructif dans Photoshop au niveau de la correction des couleurs, ça fait longtemps qu'on peut en faire. Donc on va faire ça, c'est mieux. C'est pour ça qu'on a mis un fichier Photoshop dans InDesign. Alors vous allez ajouter un calque de réglage, menu calque, nouveau calque de réglage. Ou alors vous pouvez y aller par ici en dessous, bien sûr, dans la palette des calques. Vous avez tous les réglages ici. Et celui qu'on va mettre ici, c'est un calque de courbe. Voilà. Et alors on va éclaircir ce qui est foncé dans la texture là, grâce au calque de réglage qu'on a mis là. Vous allez prendre l'extrémité de la courbe là où c'est le foncé. C'est foncé chez vous aussi, à cet endroit-là? Parce que c'est une image RVB. C'est une image RVB, donc c'est foncé en bas à gauche, et vous montez comme ça. Vous êtes en train d'éclaircir ce qui est foncé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la texture, elle reste... Il n'y a pas de problème, on a la texture qui n'est pas détruite par ça. Si vous voulez colorer un peu les choses, il va falloir aller jouer sur les courbes rouge, vert et bleu. Vous connaissez les mélanges de lumière rouge, vert, bleu? Non, certainement pas. Par contre, mélanger les pigments, les encres, ça vous arrive de faire des mélanges de la gouache, de l'aquarelle, des choses comme ça? Donc, cyan et couleur bleu, cyan et jaune, ça fait quoi comme couleur quand on mélange? Du bleu, cyan, du vert, voilà. Donc, vous connaissez les mélanges de couleurs soustractives. C'est pas toujours évident de comprendre les mélanges de lumière, des mélanges additifs. Il faut juste vous dire que quand vous voulez modifier le cyan, il faudra aller sur le rouge. Quand vous voulez modifier le magenta, ce sera sur le vert. Et le jaune, ce sera sur le bleu. Donc rouge, vert, bleu correspond à cyan, magenta, jaune.
Je veux modifier la quantité de jaune dans mon papier, je vais sur le bleu. Je mets un point sur la courbe bleue. Quand j'augmente, ça fait plus bleu, mais quand je diminue, ça fait plus jaune. Vous voulez modifier la quantité de magenta, ce sera sur le vert. Quand j'augmente, ça fait magenta, mais quand je... Non, ça fait vert, pardon. Quand j'augmente, ça fait vert, mais quand je diminue, ça fait magenta. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas difficile. Rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans un des trois canaux lumière, quand vous augmentez la lumière verte, vous favorisez la quantité de lumière verte, ça fait du vert. Et quand vous diminuez la quantité de lumière verte, vous favorisez les deux autres canaux, rouge et bleu, qui font du magenta. Quand je suis ici sur la couche bleue, quand j'augmente, ça fait du bleu. Mais quand je diminue la lumière bleue, ça fait du jaune. Parce que les deux autres canaux, rouge et vert, quand on les mélange, ça fait du jaune. Il faut savoir que le jaune est entre la lumière rouge et la lumière verte. C'est une sensation colorée qu'on voit quand on reçoit en quantité égale, on va dire, de la lumière verte et rouge. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous modifiez ça. Si vous voulez modifier à nouveau l'intensité, vous revenez sur le RVB, vous modifiez ici l'intensité. En mettant 2 points sur le graphique et en les bougeant, vous modifiez le contraste. 2 points. Si vous faites une courbe en forme de S inversée comme ça, ça diminue le contraste. En forme de S inversée. Et en forme de vrai S, comme ça augmente le contraste. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition pour arriver à obtenir la coloration que vous voulez. C'est vraiment la méthode professionnelle, le réglage des courbes. On a utilisé jusqu'à présent dans la formation Illustrator le réglage teinte-saturation, mais en fait, c'est pour les débutants, c'est relativement rare quand on l'utilise. Les pros vont surtout utiliser pour corriger les couleurs, ils vont utiliser ça, le réglage des courbes. Alors, si je fais l'avant-après, ben oui, c'est subtil. On voit l'avant-après. Fichier enregistré, ne changez surtout pas le nom. C'est le fichier qu'on met à jour sur disque dur. Je vais ensuite dans InDesign. Et dans la palette des liens de InDesign, menu fenêtre liens, il y a beaucoup de chances pour que InDesign me dise qu'il y a Onsakwek Van VC. Il y a un fichier qui a été modifié sur le disque dur, le voilà. Faut-il le mettre à jour? Je vais répondre oui, en sélectionnant le fichier bien sûr et en demandant l'icône de mise à jour ici. Il n'y a pas de mise à jour automatique comme dans Illustrator, on avait vu la mise à jour automatique, ne pensez pas que ça existe dans InDesign, la mise à jour automatique. Il va falloir faire la mise à jour. Et voilà, la coloration et le contraste que j'avais choisi. Et je peux comme ça continuer à chercher. Je retourne dans Photoshop. Je modifie l'intensité lumineuse. Fichier enregistré. Je reviens dans InDesign. Je fais la mise à jour. Et voilà. Ça reste très présent en fait. Hein. Donc là, clairement, les gens vont voir. Maintenant, si j'éclaircis plus, on va sentir un peu la texture. Donc ça donne l'impression peut-être que c'est imprimé sur du papier recyclé. Vous ne pouvez pas bien sûr indiquer sur la publication imprimée sur papier recyclé parce que c'est pas vrai, c'est pas le cas. Le papier recyclé, c'est sympa, surtout si vous faites des choses en rapport avec l'écologie. Mais les imprimeurs n'aiment pas toujours parce que ça a tendance à encrasser les presses plus que du papier nouveau. Et en plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le papier recyclé coûte plus cher que le papier nouveau. Parce qu'il y a un coût de recyclage.
Donc c'est vraiment si vous voulez donner à votre publication écologique un côté écologique. Et là, vous pourrez indiquer imprimer sur du papier recyclé. Mais là, ce qu'on fait ici, c'est de la triche. On a du papier blanc et on va le salir avec une texture. Mais bon, pourquoi pas? Tiens, si je précisais que je veux du papier recyclé, pour qu'il ait peut-être des petites taches de couleur comme le vrai papier recyclé dedans. Ok. J'ai pas fait les choses comme il faut. Ici, il faut vraiment cliquer sur là. Et puis aller demander montrer l'image dans Firefox ici. Ouais. C'est du papier recyclé. Il y a des morceaux d'encre, de papier avec de l'encre dessus. Voilà, du bleu, du rouge, du magenta, du vert, etc. Bon. Même principe, l'enregistrer en Photoshop, le traiter dans Photoshop pour régler son contraste, sa coloration et le mettre en fond dans InDesign, ça peut être bien. Mais je ne le télécharge pas, je ne vais pas le faire ici. Maintenant, quand vous voyez les publications, vous allez faire un peu plus attention à la manière dont ils ont éventuellement sali le papier blanc pour lui donner un aspect un peu naturel et aussi pour faire en sorte que les images soient plus... mais pour que les images soient plus lumineuses. Ça devient un peu encombré au niveau des palettes. Hein. C'est l'occasion de rappeler la petite astuce dans les logiciels Adobe. Majuscule tabulation, vous vous débarrassez temporairement des palettes qui sont à droite. Majuscule tabulation, elles reviennent. D'accord? Et tabulation, tout simplement, ça enlève tout. Tabulation, tout simplement, enlève tout. Majuscule tabulation, on n'enlève que les palettes à droite. C'est comme ça dans Photoshop et dans Illustrator aussi.